Bienvenue sous le projet ici, Ministère sous les projecteurs. Aujourd'hui, nous allons parler du secrétaire du Conseil du Trésor. Euh, pour commencer, euh, pardon. Pour commencer, nous allons faire la reconnaissance des terres. En tant qu'employé de ce département, nous reconnaissons et respectons le fait que le bureau du siège est situé sur le territoire traditionnel et non cédé des Algonquins et des Anishinabés. Pardon. Conformément aux appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, nous nous efforçons de faire en sorte que ce réseau soit ouvert à tous les jeunes professionnels, en particulier aux employés autochtones. Dans l'ordre du jour d'aujourd'hui, nous allons faire une petite présentation euh, sur la journée. Nous allons aussi avoir une discussion sur l'organisation et les mandats du secrétaire du Conseil du Trésor. Nous allons aussi discuter sur les travaux des panélistes que nous allons avoir aujourd'hui. Et par la suite, nous allons avoir des questions et réponses avec les panélistes qui vont répondre à vos questions. Euh, et nous allons aussi terminer avec les remarques finales. Pour commencer, assurez-vous tout le monde que vos micros et vos caméras sont désactivés. Le clavardage est désactivé pour les participants, mais nous l'utiliserons pour envoyer des ressources. Veuillez utiliser le bouton Q&A, Q et A, pour poser vos questions. N'hésitez pas à mettre un pouce levé sur les questions que vous considérez pertinentes à être répondues. Ceux-ci prendront une plus grande une plus grande importance à répondre à ceux-ci. Euh, la session ne se déroulera qu'en français. Euh, si vous avez manqué la session en anglais qui a eu lieu il y a une heure, vous allez pouvoir retrouver l'enregistrement sur notre chaîne YouTube. Toutes les sessions sont enregistrées et seront disponibles sur la chaîne YouTube du FIN RJFF dans les 24 heures suivant la session. Donc, moi, c'est Olivier. Je travaille pour le... Pardon, j'ai un petit bien ici. J'ai un problème avec mon écran, pardon. Excellent. Donc, je travaille en audit interne. Je suis coordonnateur de projet. Aujourd'hui, on va avoir les panélistes suivants. Ce sont trois femmes super. On a Kate Borowek, qui est directrice principale de l'intégration des propriétés et secrétariat des comités. Nous allons avoir par la suite Honey Dakene, qui est directrice générale de politique numérique. Et nous allons terminer avec Natacha Pariag, directrice exécutive de l'inclusion, de la diversité, de l'équité et de l'antiracisme et du leadership. Avant de parler du Conseil du Trésor, on va parler, avant de parler du secrétariat du Conseil du Trésor, on va parler du Conseil du Trésor. Le Conseil du Trésor, c'est un comité de cabinet qui est composé de notre ministre, le président du Conseil du Trésor, et de 5 autres ministres. On parle ici du ministre des Finances, des Ressources humaines, le contrôle interne et l'audit, la technologie de l'information et des biens, et puis des politiques administratives. Il y a quelques éléments qui rendent ce comité intéressant. L'un d'eux, c'est c'est le seul à être statuaire. Cela signifie que chaque gouvernement est tenu d'en avoir un, comme l'exige la loi sur les autorités financières qu'on appelle le LAF. Une autre partie intéressante, c'est que c'est le seul comité du cabinet où les fonctionnaires présentent directement un niveau politique important et direct. C'est-à-dire contrairement à un simple lieu de rencontre des ministres et de d'autres endroits.
Le Conseil du Trésor, qu'est-ce que c'est? Euh, ben, il y a deux parties qui sont, qui sont divisées en responsabilités. La première, c'est qu'on a les gestionnaires de dépenses qui supervisent la gestion des fonds publics. Qui est également, on a le conseil de gestion qui établit les règles sur la gestion gouvernementale, comme les nouveaux programmes, les projets, les paiements de transfert, ainsi que les contrats. Et on a les employeurs qui établissent des règles pour la gestion des employés. Euh, Par exemple, avec des définitions des termes, des conditions d'emploi pour la fonction publique. Dans la deuxième partie, euh, on met en charge la supervision réglementaire qui, elle, adopte les nouveaux règlements. Donc, on vient mettre en place tous les promotions coopératives en matière de règlement à travers le Canada. Et puis, on parle aussi de la régulation réglementaire dans les domaines de la sécurité des aliments, des médicaments et de la protection de l'environnement. Euh, L'une des façons dont vous avez déjà probablement entendu parler du Conseil du Trésor, c'est par le biais d'une soumission au Conseil du Trésor, qu'on appelle ici une SCT, ou en anglais, plus souvent reconnu sous TB Submission. Nous avons aussi une soumission au CT, qui est un document officiel utilisé pour demander des autorisations, des approbations spécifiques au Conseil du Trésor pour mettre en œuvre un nouveau programme ou projet au sein du gouvernement du Canada. Dans 80 à 90 des représentations qui sont retenues euh, sont principalement liées à obtenir des fonds. L'objectif euh, des soumissions sont nécessaires pour obtenir l'approbation du Conseil du Trésor pour des propositions qui impliquent des dépenses importantes, des changements politiques, la création, la modification de programmes, des approbations contractuelles ou d'autres actions nécessitant une autorisation centrale. Dans son contenu, une soumission contient généralement toutes les descriptions détaillées de la proposition. On va avoir tous les objectifs, les justifications, les analyses de coûts, les bénéfices que ça va avoir avec celui-ci. Et on va aussi parler à l'intérieur de ça des évaluations des risques, des impacts qui sont prévus, les détails sur la conformité avec les politiques et les priorités gouvernementales. On a ensuite le processus d'examen où les soumissions sont examinées par le secrétariat du Conseil du Trésor qui évalue la proposition en termes de viabilité financière, la gestion des risques, euh, la conformité aux politiques et de contribution aux priorités gouvernementales. Le secrétariat peut fournir des recommandations et demander des informations supplémentaires pour euh, compléter davantage le processus et la soumission. Et finalement, il y a la décision. La décision qui vient au Conseil du Trésor, composé de ministres du cabinet, qui se réunissent pour examiner les soumissions et prendre des décisions. L'approbation du Conseil du Trésor est nécessaire avant que les ministères ou les organismes puissent mettre en œuvre les propositions qui sont soumises. C'est l'importance des soumissions du Conseil du Trésor pour assurer une gestion responsable et transparente des ressources publiques. Donc, ceci met en œuvre les soumissions du Conseil du Trésor. On a aussi les fonctions de l'Agence centrale et des départements. On a deux parties. Une partie qui est intéressante d'une organisme central qui est divisée en deux parties, c'est qu'il y a une moitié qui est consacrée à notre fonction en tant qu'organisme central. Elles soutiennent le mandat du Conseil du Trésor. Par exemple, il y a le secteur
des programmes qui soutiennent le Conseil du Trésor dans son rôle de conseil de gestion et de bureau du budget du gouvernement du Canada. Ils le font en examinant des présentations au Conseil du Trésor des organisations fédérales et en fournissant des conseils au Conseil du Trésor concernant l'allocation des ressources, des risques et la conformité aux politiques. Ce travail soutient la prise de décision judicieuse, la valeur de l'argent, la conformité aux règles et aux politiques et l'alignement des priorités et des objectifs du gouvernement du Canada. Il y a d'autres secteurs qui, eux, fournissent un leadership dans d'autres domaines clés. Euh, le SCT se consacre sur les aspects pratiques du gouvernement, l'argent, les personnes, la technologie, les règles, et ainsi de suite. Euh, Nous fournissons également une orientation stratégique au gouvernement dans plusieurs domaines. Par exemple, euh, il y a mon collègue précédemment qui a travaillé pour le bureau du dirigeant principal de l'information, qui lui fournit un leadership pour atteindre l'excellence dans la gestion de l'information, la technologie de l'information, la sécurité, la protection des renseignements personnels et l'accès à l'information à travers le gouvernement du Canada. L'autre partie de notre département concerne les fonctions habilitantes qui soutiennent le bon fonctionnement du SCT. Euh, Par exemple, euh, nous, dans notre partie à nous, où on fait l'audit interne, on vient s'assurer que les événements, que les employés, que tous les trucs sont bel et bien conformes, sont bel et bien, qui n'ont pas de failles à nulle part non plus. On s'assure que aucun problème dans chaque partie des agents qui sont impliqués euh, tombent dans je dirais pas dans une perte, mais dans un problème qui pourrait faire un conflit entre certains sur l'ensemble du programme. Euh, un autre exemple, plus précisément dans le PEP, on travaille avec tous les secteurs départementaux pour garantir que les conseils politiques du Conseil du Trésor sont coordonnés et cohérents. On, on donne un exemple ici où nous avons la division des ressources humaines qui est chargée de fournir des conseils, des orientations, des services stratégiques en matière de ressources humaines au cadre supérieur, aux gestionnaires et aux superviseurs, ainsi qu'aux employés du secrétariat. Nous allons commencer avec notre première panéliste qui sera Kate Borwick. Donc, Kate, je te lègue la parole. Oui, merci Olivier. Puis ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Euh, Peut-être pour m'introduire, je vais commencer avec une des questions dans le chat qui dit qu'est-ce qui vous a attiré dans le secrétariat du Conseil du Trésor et qu'est-ce qui me retient? Alors, je n'ai jamais pensé que je travaillerais ici. Honnêtement, j'étais intéressée de travailler à la bureau de conseil privé. Mais ce qui est arrivé est que j'avais travaillé, il y avait, je pense, trois ministères, euh, euh, infrastructure, agriculture, puis je ne sais pas, c'était HDCC à la temps, je ne sais pas c'est quoi maintenant, ESTC. Euh, mais un gestionnaire avec qui j'avais travaillé, qui est encore un mentorat, m'a appelé un jour, puis me disait, Kate, je vais commencer une nouvelle équipe. C'est une équipe qui va fonctionner un peu comme un cabinet de conseil interne au secrétariat. Est-ce que vous êtes intéressé à faire partie de quelque chose de vraiment nouveau? Et j'ai répondu oui parce que c'était vrai. Et mes attentes étaient que je serais ici pendant une année, peut-être 18 mois. Puis
je pense que c'est presque 8 années dès que je suis ici. Alors, j'ai trouvé que c'est une place vraiment intéressante. Euh, il y a l'occasion d'être exposé à plusieurs conversations que je n'ai pas vues dans les ministères, dans les autres ministères où j'ai travaillé. Alors, comme analyste, j'étais souvent avec les sous-ministres ou les sous-ministres adjoints qui discutaient euh, les, euh, les dossiers de politique difficiles, complexes, euh, où il y avait beaucoup de pression de livrer quelque chose vraiment vite. Et c'était une question de donner mes meilleurs avis de comment on pourrait obtenir cet objectif. Euh, je pense que quand je travaillais dans les ministères, comme quand je travaillais aux infrastructures, j'étais responsable souvent d'écrire des soumissions de conseil de trésor. Et mon perspective du SCT, c'était la personne qui fait une revue de cette soumission, puis me donne des commentaires. Et c'est tout ce que j'ai compris de ce qui arrive ici. Mais lorsque je suis arrivée ici, euh, il y a beaucoup d'autres choses. Toutes les politiques au sujet de ressources humaines, tout au sujet de l'affaire numérique, aux affaires financières. Et ce que j'ai commencé à comprendre, c'est comme tout ce qu'on fait ici, c'est comme l'électricité, le plombage de comment le gouvernement fonctionne. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ça m'intéresse parce que si je comprends comment ça fonctionne euh, euh, sous le drywall en bon français, vous pouvez vraiment faire des choses intéressantes dans les autres ministères, comme comment est-ce qu'on peut livrer l'argent aux Canadiens plus vite. Est-ce qu'on peut la faire avec intégrité? C'est quoi le système? Est-ce qu'on comprend bien c'est quoi les meilleures pratiques? Alors, pour moi, c'est ça qui me retient ici. J'ai l'occasion, parce que je travaille avec une équipe qui est comme une cabinet consultant, c'est l'équipe d'intervention. Nous ne sommes pas responsables d'un dossier. J'ai le privilège de travailler avec les autres personnes comme Natasha, comme Honey qui sont ici euh, et travailler avec eux sur leur dossier et d'apprendre c'est quoi le travail important et intéressant qu'ils font comme experts. Moi, je suis et mon équipe, nous sommes des généralistes. Alors, c'est ça qui me donne l'énergie d'être ici. Euh, Peut-être je vais la laisser là et passer la parole à Natasha. Merci beaucoup, Kate, et bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de me joindre à vous cet après-midi. Je me joins à vous de notre bureau qui se trouve en plein centre d'Ottawa. Alors, les territoires non cédés du peuple algonquin Anishinaabe. Qui je suis? Alors, je suis une femme racisée. Je suis la première et la seule de ma famille à poursuivre une carrière dans la fonction publique. J'offre une description visuelle pour ceux et celles qui en aura besoin. J'ai la peau foncée, les cheveux noirs. Je porte des lunettes avec des cadres un peu roses. Et aujourd'hui, je suis en couleur verte et un peu de rouge. Alors, j'ai été élevée d'une façon de beaucoup de respect envers l'éducation. J'étais toujours grandi à me fixant des objectifs et le travail fort pour les atteindre. J'ai également appris à prendre soin des autres. Tous les membres de ma famille se soucient de la justice sociale et de la contribution à la communauté. Alors, ma carrière.
Je suis dans la possibilité aujourd'hui de vous parler d'un chapitre que je passe au sein du secrétariat au Conseil de Trésor. Et je travaille dans le secteur du bureau de la dirigeante principale en ressources humaines, le BDPRH. Plus simple, si je dis l'agence centrale pour les ressources humaines. Et si je le dis avec un message, c'est-à-dire que on est le cœur, on est le centre des politiques qui sont axées sur les êtres humains, les gens. Je ne peux pas imaginer une profession plus importante que celle de servir le public. Au cours de ma carrière, j'ai travaillé dans 3 ministères, 2 agences centrales et un ministère de prestations de services internes. J'ai fait avancer toute une série de mandats allant de biotechnologie industrielle, la santé internationale, la citoyenneté et l'immigration, jusqu'au renouvellement de la fonction publique, y compris, j'ai fait l'apprentissage, la gestion des talents des cadres et la diversité et l'inclusion. Alors, on peut dire que je suis bien une généraliste. Et en tant que généraliste, il ne m'a jamais été difficile de trouver une raison d'être au service du peuple canadien. Dans mon rôle actuel, qui est directrice exécutive d'inclusion, de diversité, d'équité, d'antiracisme et du leadership. Alors, on a notre acronyme idéal. Je dirige dans des espaces courageux, ce qui exige une bonne dose d'humilité. Il m'a fallu du courage et de grâce, je dis, pour assumer ce rôle à ce moment dans ma carrière. Alors, un bref aperçu sur le BDPRH, comme j'ai dit, le centre d'excellence en matière de gestion du personnel ou des personnes dans l'ensemble de la fonction publique fédérale. Et la mission de la direction, l'équipe que je dirige, idéale, c'est de favoriser la diversité des talents de la fonction publique dans un environnement de travail équitable et inclusif par le biais d'un leadership, d'une politique, d'une programmation et d'un engagement qui est stratégique. On est responsable de plusieurs initiatives, par exemple, en ce moment, les modifications de la loi sur l'équité en matière d'emploi, ce qui est mené par le programme du travail. On est responsable des engagements au sein de la fonction publique avec des parties prenantes en tant qu'employeur de la fonction publique. On travaille également sur les mesures dans une culture d'inclusion au sein de la fonction publique, ainsi que les indicateurs de rendement, les comportements qui sont attendus pour démontrer l'inclusion et l'antiracisme dans la fonction publique et plusieurs programmes. Alors, peut-être ça pourrait servir comme réponse à une des questions que j'ai remarquées dans le chat. Je suis responsable des programmes qui comprennent le Mentorat Plus,
le mosaïque, la modernisation de l'auto-identification et le forum des orateurs fédéraux sur l'expérience vécue. Alors, si j'avais un conseil pour les nouveaux fonctionnaires ou bien ceux qui sont plus vers le début de leur carrière, ça serait encore une réponse à une des questions, c'est vraiment d'investir le temps dans leur langue seconde. La formation, l'évaluation dans leur langue seconde. Je dis que ça devient comme un passeport de mobilité. C'était mon expérience que, en tant que jeune fonctionnaire, j'ai pu accéder à la formation en groupe au sein de mon ministère. J'ai fait aussi mes propres études pour complémenter et quand il a fallu que je passe un examen de langue seconde, j'ai eu l'accès à des heures de formation plus cibles. Alors, je crois que maintenant, je vais passer la parole à Honey. C'est un vrai plaisir d'être avec Kate et Honey cet après-midi. Alors, Honey, à vous la parole. Euh, Merci beaucoup. Euh, ok. Bonjour à tous. Je m'appelle Hani Dakanai. Je suis directrice générale du bureau de direction principale de l'information du Canada. Je me joins à vous depuis Toronto, qui est le site de traité 13 et le territoire traditionnel de nombreuses nations autochtones. J'ai le privilège de déménager ici avec ma famille quand j'étais enfant, lorsque nous avons déménagé de Manila. Le langue français est ma troisième langue. Je m'en excuse, c'est quelque chose que je continue à travailler et je voudrais plus d'opportunités de pratiquer et communiquer. Je suis nouvelle au gouvernement du Canada depuis un peu plus d'un an. Auparavant, j'ai travaillé pour le gouvernement de l'Ontario. C'est comme si tu déménageais d'une maison plus petite à une maison beaucoup plus grande et plus ancienne. La province est plus proche du service de première ligne, mais le gouvernement fédéral a plus de politique. Dans mon bureau, mon équipe est responsable de la politique numérique et de la mesure du rendement. Ce que j'aime dans ce ministère, la vérité des dossiers, la possibilité de faire en sorte que la fonction publique fonctionne mieux à l'ère numérique. Il y a beaucoup de défis et d'occasions et d'opportunités de faire en sorte que le gouvernement fonctionne mieux. Et c'est ce qui me motive. En plus, mon conseil aux nouvelles personnes dans la fonction publique et dans ce ministère, soit curieux, soit gentil. La curiosité est une puissante qualité puissante. Il y a tellement de choses à apprendre sur la fonction publique et la gentillesse est nécessaire. Tout le monde est stressé dans nos jours.
Et c'est tout pour maintenant. Excellent. Merci beaucoup, Honey, d'avoir discuté avec nous. Euh, c'est maintenant le temps de lire vos questions, de vous répondre aussi. N'hésitez pas, juste en bas dans l'écran, vous avez le Q&A, questions et réponses, que vous pouvez aller mettre directement à votre question, ainsi que mettre un pouce vers le haut sur les questions qui sont déjà écrites si vous aimeriez que ces questions soient répondues. Pour commencer, on a ici, dans les questions les plus favorables, euh, la question suivante, qui est dans les premières questions que nous avons reçues. Est-ce que le SCT offre des programmes de perfectionnement pour encadrer les employés dans la progression de leur carrière? En tant qu'employé, je vais vous dire que oui, mais en tant que directeur et directrice, je vais laisser nos panélistes répondre pour avoir leur point de vue à eux, en quoi ça l'implique et qu'est-ce que ça leur fait aussi. Alors, je peux me lancer là-dedans, Olivier. On disait que chaque année, et pour chaque employé, les gestionnaires ici au sein du secrétariat du Conseil du Trésor développent avec leurs employés un plan d'apprentissage. Et ça se peut que l'employé va profiter des programmes qui sont offerts au sein de la fonction publique. Ça peut être à l'école de la fonction publique, par exemple, ou bien ça pourrait être que les objectifs de travail sont mieux comblés par des cours offerts par d'autres fournisseurs comme le privé. Alors, ce qui est très important, c'est d'avoir une bonne conversation entre employés et gestionnaires pour établir où on est dans la carrière, quels sont les objectifs. Comme j'ai dit plus tôt, ça pourrait être que l'objectif de l'année devant, c'est un objectif d'apprendre ou faire la formation linguistique et c'est ce qui est le plus important. Alors, c'est ma réponse. Excellent, merci. Selon moi, si je peux compter aussi, je pense qu'il y a des programmes formels de perfectionnement, puis il y a les programmes informels que tu développes toi-même. Et je pense que c'est ça que Natasha parlait aussi. Je pense qu'il y a, avec mes employés, il y a toujours l'espace pour une conversation où par exemple, les employés qui n'ont pas eu l'occasion de travailler sur une soumission de conseil de trésor ou qui n'ont pas eu une expérience avec une mémoire au cabinet ou qui ne comprennent pas encore c'est quoi que le groupe de Natasha, qu'est-ce qu'ils font? Alors, est-ce qu'on peut travailler sur un projet avec eux autres? J'ai besoin de l'expérience à développer des présentations et être le présenteur, l'animateur dans une session. Il y a toujours des occasions avec la campagne charitable, par exemple, les initiatives du corporate, je m'excuse, qui appliquent à tout le ministère. Um, il y a beaucoup d'options. Ça dépend vraiment de quoi tu as besoin et où tu veux développer tes capacités. Et c'est fort probable que quelqu'un va te donner l'espace si tu développes un plan qui est réalistique et qui démontre que tu es intéressé à contribuer à l'organisme. Annie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, l'Académie numérique de l'école de la fonction publique du Canada a beaucoup de programmes de leadership pour apprendre ces compétences numériques. Et c'est applicable pour les, les postes et j'encourage tout le monde à s'inscrire en cours et en plus, il existe également des possibilités
de mentorat informel avec l'Académie numérique et des opportunités pour mission approfondissement. Exact. En tant qu'employé aussi, moi, ça fait ça fait moins de 2 ans que je suis au gouvernement fédéral. Et puis, après quelques semaines, quelques mois que j'étais présent, j'ai eu des directeurs, des collègues, j'ai eu des gestionnaires qui m'ont approché pour me dire, Hey, tu connais ton travail, veux-tu en apprendre davantage? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais essayer? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais connaître? Euh, et ensuite, on m'offre plusieurs opportunités d'essayer de travailler dans différentes équipes, ce qui donne un gros bagage et beaucoup d'expérience au final. Et par la suite, quand on finit par trouver quelque chose qui nous intéresse et qui devient plus approprié à nous, on peut justement faire. Moi, j'aime vraiment ce que j'ai fait dans cette équipe-là. J'aimerais me lancer dans celle-ci. Est-ce qu'il y a façon d'avoir des perfectionnements? Et puis, il y a des millions je dis des millions, j'exagère un peu, mais il y a vraiment une très grande euh, opportunité d'utiliser toutes formations confondues, euh, soit à l'interne ou même à l'externe, pour aider dans notre perfectionnement. Olivier, si je peux me permettre, avant qu'on passe à un autre sujet, j'aimerais bien en profiter pour parler un peu du programme du Mentorat Plus, parce que c'est un programme en fait qui est disponible dans une bonne partie des ministères. Et l'idée, c'est que le mentorat, c'est une très bonne manière aussi à accueillir des compétences en leadership ou bien d'avoir quelqu'un qui va nous aider, nous guider à atteindre certains objectifs qu'on a établis. On parle des mentors et on parle aussi on a des mentors et des protégés, oui. Dans cette relation, il y a vraiment un accent sur comment on peut mettre la lumière sur la personne. Alors, non seulement donner des conseils à la personne, mais aussi penser à quelles sont peut-être des affectations, quelles sont des opportunités, comme Olivier dit, où ça peut être un comité, ça peut être un mandat spécial et focusé, mais c'est de parler de quelqu'un, de dire, j'aimerais bien que vous considérez que ce soit Olivier pour une certaine opportunité. Alors, renseignez-vous, s'il vous plaît, au sein de vos ministères Mentorat Plus. Merci, Olivier. Ça fait plaisir. La prochaine question qui est le plus favorable ici, avec le plus grand nombre de pouces, c'est la suivante. On nous répète souvent que le bilinguisme est un atout et que ça ouvre plusieurs portes pour notre carrière. L'est-ce vraiment? Euh, Ensuite, on a un petit exemple qui suit. Euh, je vais laisser une de vous trois répondre en premier si vous désirez. Je peux répondre. Selon moi, c'est vraiment un atout. C'est quelque chose que je cherche avec les employés. Ce qui est important pour moi, c'est dans les plans de perfectionnement, de développement, c'est aussi quelque chose pour les employés qui sont unilingues, d'avoir l'occasion de travailler, de développer leur deuxième langue, d'être pas gêné si ce n'est pas parfait. C'est vraiment difficile comme adulte, je trouve, de développer mes capacités. Mais pour moi, pour moi personnellement, c'était absolument nécessaire d'obtenir mes niveaux français pour avoir la progression. Et je pense que c'est aussi important parce que ça m'a aidé vraiment à
comprendre, avoir d'empathie pour les autres, d'entendre leur perspective, d'avoir les autres qui sont plus à l'aise à parler des défis, des problèmes qui sont vraiment, qui les touchent vraiment. Ce n'est pas si facile de le faire en anglais pour eux autres. C'est important à moi d'être empathique. Alors, oui, je pense que c'est un atout. Je pense que si j'avais des avis pour moi comme quand j'ai commencé il y a presque 20 années, commencer à la commencement de mon carrière m'a vraiment aidé. Ça serait vraiment difficile maintenant parce que il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie que je dois gérer. Alors, oui, à commencer le moment le plus aussitôt que possible. Effectivement, de commencer directement, dès le début, à parler la deuxième langue, que ce soit de l'anglais en français ou de français à l'anglais. D'après moi, c'est une partie majeure aussi dans tous les avancements professionnels au sein du gouvernement. Est-ce qu'il y a une de vous deux a quelque chose à ajouter à cette question? Je pourrais ajouter que la formation, c'est vraiment à vous de décider qu'est-ce qui est qu'est-ce qui accorde avec vos besoins. Je le dis parce que je sais que j'ai des employés qui aiment bien certaines applis qui sont disponibles, qu'ils ont sur leur portable et qui trouvent que ça convient à leur rythme de vie, rythme de la journée, d'écouter certaines... là, je cherche le mot pour podcast. Un podcast. Oui, c'est un podcast. Ah, voilà. Alors, il y a plusieurs moyens d'accéder à notre langue seconde. Et la chose la plus importante, en fait, c'est que on constate le besoin, on communique ce besoin à nos gestionnaires et je dirais aussi que les gestionnaires ont un rôle important parce que c'est à eux de consacrer votre temps. Alors, c'est une chose de nous inscrire dans un programme de formation, mais si on est toujours appelé sur des priorités et on ne peut pas se focuser sur la formation, peut-être c'est plus difficile. Alors, encore une fois, c'est une bonne idée d'avoir une conversation, d'établir un objectif d'apprentissage qui est appuyé par la gestion et par la suite, mettez le temps dans vos calendriers. Merci. Effectivement, c'est une bonne remarque de prendre le temps de le faire et de l'intégrer à notre horaire. Euh, pour terminer là-dessus, d'après moi, on peut aussi, on peut aussi comprendre que pour les rôles de gestion, les rôles plus élevés, le bilingue doit être mis à l'œuvre aussi. Euh, une partie qu'on oublie souvent, qui est qu'être bilingue permet d'aider à la mobilité au sein du gouvernement. C'est-à-dire, si tu dois travailler en Alberta versus au Québec, ben, tu vas probablement être plus encadré ou dans la nécessité de parler soit en français, soit en anglais. Donc, ça aussi, c'est l'autre avantage d'être bilingue. Prochaine question ici. On a plusieurs questions avec 3 pouces, mais je vais aller avec la première ici. Pour les personnes qui désirent grimper les échelons, combien d'années de travail et d'expérience dans un poste de niveau débutant leur faut-il accumuler avant d'être reconnu pour une promotion? Ça, c'est une très, très bonne question. J'aime bien cette question. Je devrais entendre les réponses de votre part aussi. Qui veut commencer par... Et Moi, je peux commencer.
la réponse, c'est ça dépend. Vraiment, ça dépend. Parce que, mettons qu'on commence en tant qu'étudiant, ça se peut que on peut avoir une bonne bagage de 3, 4 expériences déjà en tant qu'étudiant. Et dans ce cas-là, il y a le mécanisme de bridging qui existe pour nous accueillir dans la fonction publique et par la suite, peut-être on va passer 1 ou 2 ans dans une poste débutante, si on veut, avant de procéder à d'autres avenues. Par contre, je mettrai l'accent en fait sur l'ouverture vers l'expérience. Que ça soit une promotion, que ça soit une expérience au même niveau, et on est tellement chanceux au sein de la fonction publique parce qu'on travaille pour un employeur, mais on a l'embarras du choix. Si on veut apprendre un nouveau mandat, si on veut travailler dans la politique ou bien on veut travailler dans les opérations, comme je trouve que le rapport du greffier au premier ministre, ça fait un bon survol chaque année de la diversité des mandats qu'on peut trouver au sein de la fonction publique. Alors, je vous encourage à rester ouvert aux expériences à niveau et en même temps de aussi regarder les cheminements de carrière dans certaines professions. Si je touche par exemple les agents de finance, il y a même un plan de carrière, comment atteindre le FI1, le FI2, etc. Alors, il y a beaucoup de diversité, mais il faut vraiment prendre charge de votre carrière. Et il ne faut pas, à mon avis, attendre qu'un gestionnaire va décider pour vous qu'est-ce qui est le prochaine étape. Et vous faites partie de ce réseau déjà qui vous donne beaucoup d'ouverture envers les possibilités. Merci. Merci. Donc, je vois le temps qui file, donc je vais passer à la prochaine question directement. Euh, on a ici une question pour Honey, directement posée à toi. Quels ont été les défis lors de votre transition de la fonction publique provinciale à la fonction publique fédérale? Euh, euh, est lent, mais aussi le processus est très long. Euh, il y a beaucoup de politique et beaucoup de processus. Et je devrais appris comment de naviguer euh, une nouvelle organisation, une nouvelle culture. Euh, et, mais euh, il y a beaucoup d'opportunités aussi parce que je travaille dans une équipe numérique. Les compétences de données et technologie et l'expertise pratique est universelle euh, dans, dans tous les orgues et les rôles sont similaires. Euh, et les défis et avec euh, les, les compétences de acquérir de navigation dans les hiérarchies et, et d'établir des liens entre les équipes différentes et les dossiers différents. Mais j'encourage toute l'expérience. Je ne regrette
pas le, euh, le, la décision de, travail, de travailler ici. Excellent. Merci beaucoup. Euh, une autre question que j'aime bien ici, qui est, que diriez-vous à quelqu'un qui souhaite travailler au SCT? C'est peut-être le message que euh, c'est peut-être le message que j'aurais dû entendre avant travailler ici parce que, comme je vous ai dit, j'ai jamais imaginé que je travaillerais ici, que ça serait si intéressant. Euh, mais ce que j'ai appris depuis que je suis ici, mes capacités comme analyste sont vraiment, vraiment plus bonnes qu'elles étaient avant que je suis arrivée ici. Les questions que je demande maintenant, mes capacités de faire une analytique critique, les questions que je demande, mon compréhension de le fonctionnement du gouvernement est vraiment différent. Ça ne compare pas. Euh, je pense que c'est important d'être curieux et de n'être pas peur des détails. Moi, je ne suis pas nécessairement une personne détaillée, mais ça m'a aidé à demander des bonnes questions pour comprendre. Je ne sais pas ce qui est arrivé ici, je m'excuse. Euh, mais de demander des bonnes questions pour déterminer c'est quoi la prochaine étape et qu'est-ce que je peux faire pour aider une autre groupe ou un ministère à prendre leur prochaine étape. Alors, être curieux, avoir de confiance dans tes compétences propres, vous apportez ce que vous avez, puis tu contribues ce que tu as dans ce moment. Et soyez avoir de confiance que ça va t'aider à développer tes capacités d'analyse. Pour faire une partie étroite avec ça ici, on a qu'est-ce qui vous a attiré dans le secrétariat du Conseil du Trésor? Qu'est-ce qui vous y retient? Donc ça, c'est une très bonne question de savoir pourquoi tu es arrivé et pourquoi tu ne veux plus partir. Alors, ben moi, je peux commencer. J'avais eu la chance, quand je travaillais à l'école de la fonction publique, je dirigeais leur examen ministériel en 2017 et comme Kate, je crois, ou en fait c'est Olivier qui a décrit, il a fallu élaborer une soumission au Conseil de Trésor. Alors, j'avais la perspective d'un ministère qui portait une soumission au Conseil de Trésor et j'ai eu la chance de travailler en collaboration avec des collègues du bureau de la dirigeante principale en ressources humaines, ce qui m'a donné un aperçu sur les fonctions et le rôle. Alors, ça m'a attirée. Un peu comme Kate, quand j'ai décidé de prendre le rôle, le saut ici, j'étais pas sûre parce que c'était la première fois que j'allais travailler dans le domaine de ressources humaines et ça m'a pris peut-être 6 mois avant que j'étais convaincue que j'ai adoré en fait le domaine. Surtout parce que, comme Kate disait, au sein du secrétariat du conseil privé, on a toujours cette perspective sur l'entreprise. C'est quelque chose qu'on apprend. Dans un ministère, on va aller profondément dans un mandat, mais ici, on est toujours large. On est sûr, on pense toujours à la perspective de l'entreprise. Alors, si c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, bah, on a plein
de travail ici à faire. Et ce qui me retient, c'est que j'adore en fait travailler sur la politique et les programmes qui touchent aux êtres humains et le changement de culture au sein de la fonction publique. C'est une façon de servir aux Canadiens et aux Canadiennes parce que je sers aux politiques qui touchent toute l'institution. Alors, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'une de vous deux aurait quelque chose à mentionner avant qu'on termine sur cette question? Ça semble bon. Donc, pour les autres questions qui n'auront pas été répondues, nous allons prendre le temps d'y répondre directement dans le chat, dans le clavardage pour saisir une réponse à vos questions. Euh, Quand la présentation sera terminée, il va y avoir un petit sondage qui va apparaître dans votre écran. Si vous pouvez répondre au petit sondage, ce serait génial. Sur ce, moi, je vais dire merci à vous trois d'être venus, d'avoir participé. Merci d'avoir partagé vos expériences et votre connaissance avec nous. Et puis, comme mentionné dans la discussion ici, n'oubliez pas d'aller voir la RJFF sur YouTube aussi. Toutes les informations seront là et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée.